Bonjour à tous, chers étudiants. J'entame ici une séance de Flash Juris. Alors, Flash Juris, c'est un concept que j'ai décidé de créer au sein de la structure Sub-Barreau. En effet, l'idée, c'est quand même de partir du constat, qui est un constat que lors du grand oral, vous avez tout de même tout un aspect de culture juridique générale. Cet aspect de culture juridique générale fait en sorte que vous devez être au fait de l'actualité au fur et à mesure. Donc pour renforcer ces connaissances de culture juridique générale, je me propose de faire une fois par semaine donc ces flash juris à partir d'une thématique d'actualité. Bien évidemment n'étant pas absolument et totalement omniscient, l'idée va également de faire appel à un certain nombre d'invités au fur et à mesure sur ce petit module qui est un module d'à peu près 5 minutes, 5 à 10 minutes. Une thématique d'actualité, je ferai appel pour ce faire à soit un étudiant qui passe le CRFPA, ça lui permettra de s'entraîner de cette façon-là à l'expression orale, soit un de mes collègues enseignants, soit un avocat spécialiste d'une question particulière, ce qui vous permettra comme ça de récupérer un certain nombre d'éléments à caractère pédagogique. Plus encore, une fois le Facebook Live diffusé, toute l'idée d'un Facebook Live, c'est tout de même que vous puissiez réagir au fur et à mesure et surtout interagir, poser le cas échéant vos questions. Toute l'idée aussi d'un Facebook Live va être par la suite de reprendre la vidéo qui a été effectuée et de la mettre sur la chaîne YouTube de Sub-Barreau, ce qui vous permettra bien évidemment comme ça d'avoir sous l'onglet Flash Juris un certain nombre de vidéos à caractère pédagogique, car il s'avérerait que ces vidéos-là ont quand même une grande utilité pour vos révisions. C'est quand même plus agréable d'avoir une petite vidéo qui fait un point exhaustif mais rapide sur une thématique plutôt que de la lire. On va comme ça, de cette façon-là, à Sub-Barreau, multiplier les contenus à caractère pédagogique. J'ai beaucoup hésité pour cette première thématique et j'ai choisi l'indépendance du parquet. Alors pourquoi l'indépendance du parquet? En raison de la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2017. Cette décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2017 pose la question de l'indépendance du parquet. C'est une question qui est une question absolument et totalement récurrente. Cette question récurrente de l'indépendance du parquet va et a permis ici de prendre en compte, on va dire, deux grands paramètres. Tout d'abord, la première grande question qui se pose, c'est est-il indispensable de rendre le parquet totalement indépendant? La deuxième question, est-il opportun de le faire? En guise d'introduction, toute l'idée reviendrait à consister à revenir sur l'importance qu'a le parquet, son rôle en matière de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il va diriger l'enquête, puis il décide de l'opportunité des poursuites, et ensuite il devient une partie principale au procès. Donc, plusieurs caractéristiques du parquet. De ce point de vue-là, selon les dispositions à caractère constitutionnel, un magistrat du parquet est nommé après avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais il ne s'agit là que d'un avis simple et non pas, comme pour les magistrats du siège, un avis conforme. De même, s'agissant de la responsabilité des magistrats du parquet, eh bien, le garde des Sceaux joue un rôle prépondérant. C'est pourquoi on parle de dépendance du parquet de ce point de vue-là. Bon. Alors, l'indépendance du parquet, la question va se poser d'un point de vue juridique sur le point de savoir d'abord si on va avoir une obligation conventionnelle d'indépendance du parquet. La Cour européenne des droits de l'homme, à plusieurs reprises, a indiqué que le procureur de la République n'était pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5, paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son manque d'indépendance. Il l'a dit concernant la France, dans des arrêts Medvedev, Moulin ou Vassis contre France. Vous voyez ici, j'utilise une technique qui est une technique assez classique. Plutôt que de prendre une décision de la creuser, comme c'est une position constante de la Cour européenne des droits de l'homme, j'évoque trois arrêts qui sont relativement importants, relativement anciens et qui forment jurisprudence. Le parquet n'est donc pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Est-il pour autant indispensable de rendre le parquet indépendant? La Cour ne l'a pas exigé à proprement parler. Néanmoins, lorsqu'il y a une privation de liberté, c'est l'objet de l'article 5, paragraphe 4, au-delà de 48 heures, il faut que ce soit un autre magistrat qui ordonne, prolonge cette détention. En droit positif français, actuellement, c'est tout à fait le cas. Si l'on prend pour exemple la garde à vue, eh bien, au-delà de 48 heures, les gardes à vue ne peuvent être prolongées que dans le cadre très spécifique des dispositions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, et c'est un magistrat du siège, en l'occurrence soit le juge des libertés de la détention, soit le juge d'instruction, qui va ordonner
une prolongation, dans ce cas-là, de la privation de liberté. Bon, pas d'obligation conventionnelle, mais cette affirmation, le procureur n'est pas une autorité judiciaire. Au regard des dispositions à caractère constitutionnel, on a cru pendant une période, notamment une décision du 2 février 1995, on a cru pendant une période que la position du Conseil constitutionnel était la même. C'est-à-dire que le magistrat du parquet ne représente pas une garantie judiciaire, au moins une garantie judiciaire suffisante. Ça paraît quand même relativement intéressant, mais la position du Conseil constitutionnel va évoluer. Aujourd'hui, ce que l'on peut affirmer, c'est que le Conseil constitutionnel participe de la garantie judiciaire. J'en veux pour preuve la décision rendue en matière de géolocalisation, lorsqu'a été adoptée une réglementation en la matière, qui va permettre au procureur de prolonger une géolocalisation, de l'ordonner, de la prolonger jusqu'à 15 jours. Bon, donc de ce point de vue-là, il participe de la garantie judiciaire. C'est dans ce contexte-là que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC. S'agissant des pouvoirs et des prérogatives du magistrat du parquet, il y a deux grands types d'indépendance. L'indépendance qui est une indépendance organique, que l'on a déjà évoquée, c'est-à-dire ce rattachement au garde des Sceaux, et l'indépendance fonctionnelle. Depuis une loi du 25 juillet 2013, l'indépendance fonctionnelle, dans l'exercice des fonctions, s'est considérablement renforcée. Pourquoi ? Parce que désormais, le garde des Sceaux ne peut plus délivrer d'instructions individuelles. Autrefois, il pouvait délivrer des instructions individuelles, mais uniquement de poursuivre, qui étaient versées au dossier. Désormais, ce n'est plus le cas. Mais le garde des Sceaux garde un droit de regard. Il peut exiger du procureur un compte-rendu. Plus encore, le procureur général, situé juste au-dessus du procureur de la République, peut lui délivrer des instructions individuelles. Le pouvoir politique a donc un œil sur les procédures, ce qui peut faire dire à certains que l'on n'a pas de réelle indépendance fonctionnelle en la matière. On voit d'ailleurs assez fréquemment des gardes des Sceaux s'exprimer sur des affaires en cours, attestant qu'ils ont une influence. Or, si un magistrat du parquet sait qu'un procureur sait qu'il est observé dans son dossier par le garde des Sceaux, va-t-il véritablement être indépendant ? Et là, on peut parler d'indépendance psychologique. Enfin, quelques mots maintenant sur, cette fois, une autre question par rapport à l'indépendance du parquet. Est-il opportun de rendre le parquet indépendant ? Comme vous l'avez vu jusqu'ici, on a balayé les différents aspects. Est-il opportun ? La réponse va être une réponse négative, et ce pour plusieurs raisons. Dans la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2017, justement, le Conseil évoque un équilibre. C'est une décision qui a beaucoup perturbé les pénalistes, gêné les privatistes, mais qui a beaucoup plu à certains publicistes. Ça a plu aux publicistes, pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel a raisonné à la manière d'une Cour suprême chargée du respect des libertés et droits fondamentaux. Elle a ainsi manié l'article 64 de la Constitution et l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire aussi les prérogatives dont dispose le gouvernement. Le fait d'asseoir et d'avoir une politique pénale, qui soit une politique pénale cohérente à l'échelon national, va exiger qu'un lien soit maintenu entre le pouvoir politique et le parquet. Mais dès lors, il n'y a pas véritablement de séparation des pouvoirs. Or, on connaît la formule qui consiste à dire qu'un pays qui n'a pas de séparation des pouvoirs n'a pas réellement de constitution. Bon. Est-il opportun de rendre le parquet indépendant ? Cette question est assez embarrassante. Lors de l'instruction et du jugement, on l'a dit, le parquet est une partie au procès pénal. On ne peut pas exiger d'une partie qu'elle soit indépendante. Indépendance et impartialité doivent aller de pair. Ce n'est que lorsque le procureur se comporte en juge qu'on peut évoquer cette idée d'indépendance. Se comporte-t-il en juge ? Il dirige l'enquête, ce n'est pas un juge. Par la suite, par contre, il décide de l'opportunité des poursuites. Certains emploient même la formule de juge des poursuites. Est-ce qu'on va dire, dans ce cas-là, à ce moment-là, il faudrait que le parquetier soit d'une façon ou d'une autre indépendant ? Certes, il se comporte alors comme un juge, mais toute l'idée réside aussi dans le fait de dire que même s'il se comporte à ce moment-là comme un juge, eh bien, si un parquetier, un procureur décide de ne pas poursuivre, la partie peut tout de même forcer la poursuite en déposant une plainte avec constitution de partie civile ou encore en délivrant une citation directe. Plus encore, il est possible de contester sa décision devant le procureur général. Les dispositions des articles 40-3 et suivants du Code de procédure pénale le prévoient parfaitement. Au final, comme vous le voyez, sur l'indépendance du parquet, il y aurait beaucoup à dire.
Un pénaliste n'hésitera pas à creuser le rôle du parquet, mais de façon générale, il s'agit d'une thématique de ce point de vue-là qu'on peut traiter relativement rapidement. Alors, surtout n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à me dire si elle vous a plu. Nous avons plus ou moins tablé sur l'idée suivante. Nous allons réaliser un rythme de vidéo d'à peu près une vidéo par semaine, une petite vidéo dans ce format-là. Nous continuerons la semaine prochaine avec une thématique qui est une thématique particulièrement d'actualité, celle des crèches de Noël, justement qui font suite à cette décision qui a été rendue par le tribunal administratif en la matière. Et je ferai appel à un de mes étudiants, Robin, qui viendra justement nous exposer un petit peu la problématique et le droit positif sur cette question-là. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos différentes thématiques qui seraient susceptibles d'être retenues. Ça et là, jusqu'ici, on a retenu par exemple un certain nombre d'aspects, comme peut-on licencier un humoriste ici sous couvert d'une blague douteuse, ou encore d'aller vers des aspects concernant les lieux de privation de liberté. Et pour ce faire appel soit, comme je vous l'ai dit, à l'équipe pédagogique de Subbarreau, soit de façon générale à nos étudiants qui constituent un vivier tout de même assez intéressant, et de partager comme ça avec vous un certain nombre d'informations. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, à la semaine prochaine. Au revoir.